Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien. Médien TV Afrique qui a pris ses quartiers ici à Tanger à la 14e édition des Med Days 2022. De crise en crise vers un nouvel ordre mondial, c'est la thématique de cette année. Plusieurs personnalités de haut rang des 5 continents se sont réunies pour cette grand-messe internationale. Après le Covid, enfin, de grands acteurs internationaux se sont réunis pour réfléchir sur de nombreuses thématiques. Parmi les participants, Monsieur Fahmi Ibrahim Saïd El Masseli, qui est ancien ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores, mais également ministre d'État et ex-ministre de la Justice de l'Union des Comores. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, j'aimerais, Monsieur le ministre, d'abord vous entendre sur cette thématique qui a été choisie ici lors de cette 14e édition des Med Days, de crise en crise vers un nouvel ordre mondial. Oui, alors je pense que cette thématique répond à l'actualité internationale. Personne n'est indifférent au vu de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, la guerre de l'Ukraine. Nous étions habitués pendant très longtemps par un monde bipolaire. Nous tendons à une évolution et à une récomposition des rapports des forces sur le plan international, notamment l'émergence d'un monde nouveau qui est forcément multipolaire. Les Chinois qui de plus en plus s'affirment, les Indiens de plus en plus présents également. Nous avons vu qu'en Amérique du Sud aussi, avec l'élection de Lula, je pense que dans cette nouvelle donne, les Med Days est une belle opportunité que Amadeus offre à l'Afrique, cette tribune, pour que ensemble nous puissions réfléchir sur l'avenir commun de l'Afrique et surtout quelle est la place qui est la nôtre dans l'échiquier international. Est-ce que nous continuerons à subir, à être spectateurs de cette nouvelle donne, ou alors l'Afrique va prendre conscience qu'elle a toutes les potentialités à tout point de vue, sur le plan démographique, sur le plan de la richesse naturelle, sur le plan humain, et est-ce que nous allons nous réorganiser pour jouer un rôle important dans cette nouvelle donne? Voilà pourquoi je voulais remercier le Maroc, Amadeus et son président Brahim Fassifiri qui, à travers son institution, aujourd'hui, nous donne cette opportunité pour parler de ces questions qui, pour moi, sont majeures. Quelle est notre place, nous, Africains? Est-ce que nous allons toujours continuer à subir ou alors nous allons, nous, tenter d'être acteurs dans ce nouveau monde qui est en formation? Est-ce que nous allons l'accompagner ou nous allons toujours rester à la traîne? D'où l'importance de cette thématique. Alors dans cette réorganisation dont vous parlez, dans cette mutation qui est en train de vivre l'Afrique, ce continent qui est à l'honneur cette année avec le président George Weah, le président du Libéria qui est invité d'honneur de cette 14e édition, vous avez vous-même lancé un appel à la mutualisation des moyens, de tous les moyens, pour que l'Afrique justement cesse d'être uniquement et strictement spectatrice de ce qui se passe sur son continent. Et c'est vrai que cette année, une fois encore, les problématiques d'insécurité, d'alimentation, de terrorisme se posent de manière très très grave et que les solutions classiques du tout sécuritaire notamment ont montré leurs limites. On parle beaucoup d'une approche holistique, d'une nouvelle approche. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle approche? Oui, alors, effectivement, à l'occasion de la première réunion hier, j'ai eu à intervenir et à donner mon point de vue, qui est celui de penser que l'approche depuis 50 ans de l'Union africaine a montré ses limites. L'Union africaine est devenue trop politique. Et trop de politique tue la politique aussi.
j'ai expliqué que l'Occident ou l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui, a fait un chemin inverse. Elle a commencé par créer cet ensemble de l'Union du fer et du charbon et de l'acier, cette communauté du fer et du charbon, elle a longtemps après évolué vers la communauté économique européenne quand ils ont consolidé les acquis. Ce n'est qu'après qu'ils ont envisagé de tenter de créer cette institution qui est l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui n'est pas finalisée en réalité, puisque l'Union européenne aujourd'hui souffre d'une vraie politique de défense commune, une vraie politique de la diplomatie commune, affaires étrangères, ils n'en ont pas. Donc, ils sont en évolution. Ces questions majeures sont posées même en Europe. Chez nous, malheureusement, en Afrique, on a court-circuité la nécessité pour l'Afrique de converger vers elle-même, de discuter entre elles-mêmes et surtout de créer les moyens de dialogue et de production en Afrique. Le vrai problème en Afrique, c'est que nous n'avons pas su coopérer sur le plan économique, nous n'avons pas su industrialiser l'Afrique depuis 50 ans, si bien que notre économie est très faible. L'économie africaine aujourd'hui ne représente pas grand-chose dans l'économie mondiale et c'est l'erreur qui a été commise à mon sens. Et c'est là que j'ai appelé effectivement hier à une mutualisation de notre capacité de production et j'ai appelé à la création d'une communauté du blé par exemple. Parce que j'avoue que je suis choqué comme nombreux que les Africains aient faim en 2022 parce qu'un pays européen est en guerre, l'Ukraine. C'est quand même choquant. Nous avons un continent plus grand que l'Europe, nous avons une terre plus fertile que l'Ukraine. Comment des problèmes pareils peuvent se poser en Afrique? Voilà pourquoi je pense que entre nous, Africains, et là je salue et je rends hommage à Sa Majesté Mohamed VI, qui a depuis quelques années appelé à une coopération sud-sud. Et c'est dans cette optique que, effectivement, l'Afrique, en mutualisant ses capacités de production, sa capacité, ses richesses naturelles, on peut envisager une autre Afrique, une autre manière de construire l'Afrique qui ne sera pas trop politique, mais plutôt, ou avec la politique, mais économique aussi, et enrichir les nations parce que on ne peut pas en réalité avoir les moyens de notre politique si on n'enrichit pas l'Afrique, si on n'a pas de richesse en Afrique. Pour terminer sur ce volet, j'ai expliqué aussi que l'Afrique, nous représentons 18% de la population mondiale. Nous représentons 3% de notre PIB dans le monde. Ça veut dire que l'Afrique est improductive, alors que nous avons tout. Les mines, les minerais, nous avons tout. En prenant l'exemple de la Chine, ils sont 1/5 de l'humanité, 20%, soit un peu plus que l'Afrique. Ils ont 18% de la richesse mondiale. De 1975, que la Chine avait comme PIB national 176 milliards de dollars, aujourd'hui elle est à 16 000 milliards de dollars. Donc c'est possible, en 50 ans, on peut muter un pays, une nation. C'est vrai que l'Afrique n'est pas en soi une nation, c'est une nation à construire, mais à côté de cette philosophie qui est celle de nos parents avec l'Union africaine, on doit aujourd'hui être plus pragmatique et avoir une autre démarche qui va aussi appuyer la démarche politique, mais aller vers la création de richesses en Afrique. Nous sommes condamnés à le faire, autrement nous serons toujours à la merci de la coopération internationale et on sera toujours dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, somme toute misérables. Il y a quelques jours, à peine, ici même, à Tanger, l'Union africaine a organisé une conférence politique internationale sur le concept du nexus, paix, sécurité, développement. Un triptyque, une trinité, j'ai envie de dire, qui pourrait répondre à cette manière de changer, de repenser justement ce développement en Afrique. Est-ce que c'est un début de changement de paradigme? Est-ce que c'est une approche qui va dans la bonne voie selon vous?
Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, on remarque en Afrique, même pour assurer notre propre sécurité, dans des zones de conflit, dans des zones où il y a une vulnérabilité, au Sahel, on est obligé d'être dépendant du reste du monde, notamment de l'Europe ou peut-être d'autres pays lointains. Pourquoi ? Quelles que soient les thématiques abordées, quelle que soit la prise de conscience politique telle que vous venez de l'évoquer sur cette trilogie nécessaire, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Mais cette politique doit être aussi, il faut que nous ayons les moyens de cette politique. Si en Afrique, on n'apporte pas des réponses structurelles sur des questions qui sont structurelles, on ne va pas s'en sortir. Alors par quoi ça commence ? Par l'économie. Par l'économie. Mais les économies sont disparates, il y a beaucoup d'inégalités. Le Nigeria n'est pas le Mozambique, ni le Sénégal. Vous voyez comment... C'est pourquoi il faut créer la communauté de certaines matières pour que l'on réfléchisse. On a fait l'Union africaine, est-ce que c'est une bonne chose ? Il faut qu'il y ait demain la communauté du blé, par exemple. Et cette communauté du blé, on peut réfléchir entre ceux qui ont les moyens de production, qui ont le pétrole et ceux qui ont l'espace de production, puisque nous avons des étendues fertiles, et ceux qui ont la connaissance agricole, comme les Marocains. Je pense que c'est en combinant dans cette communauté, c'est en combinant à la fois le savoir, la matière, l'énergie donc de production et ceux qui ont la terre, c'est en fusionnant dans une communauté, en mutualisant dans un espace qui serait appelé la communauté du blé et du pétrole par exemple, c'est dans cet espace qu'on pourrait envisager que l'Afrique puisse s'autosuffire dans des produits de consommation stratégiques pour ne plus dépendre au reste du monde. C'est pas très compliqué. Nos pays africains, certains recèlent des étendues assez importants, d'autres ont du pétrole comme moyen d'énergie de production et le savoir existe. J'y vais pas loin. Au Maroc, le Maroc aujourd'hui recèle l'expertise nécessaire dans la capacité à produire une industrie agricole. Vous avez vu le Maroc, ce qu'elle a fait à Djibouti. Elle a fait produire des tomates au désert. C'est grâce à la technologie, à la recherche qui s'en est suivie par les instituts marocains, par la recherche de pointe agricole au Maroc. Et je pense que c'est en combinant ces facteurs que l'on peut mutualiser et aller vers une production. Et ce n'est pas très compliqué, j'en suis convaincu. Il faut une volonté politique à la base, mais une politique qui aura pour finalité la production agricole dans un premier temps. Et on peut envisager d'autres domaines. Et c'est du faisable. C'est du faisable. La volonté politique, la connaissance, également l'expertise dont vous parliez, mais il y a aussi le climat, les changements climatiques. Cela dépend aussi du ciel. L'Afrique est parmi les plus vulnérables, les continents parmi les plus vulnérables. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à un instant T, à quelques jours de Sharm el-Sheikh, de la COP27. Il y a un enjeu majeur qui est, et on n'en a pas encore parlé ici, il me semble, au Med Days 2022, c'est cet enjeu qui concerne la dette et les préjudices. Un dialogue qui a été entamé à Glasgow et qui, en fait, concerne les pays développés qui sont enclins à reconnaître leurs responsabilités sur la situation actuelle en Afrique et qui sont appelés à s'engager pour mettre en place des mécanismes de financement par rapport à ces dégâts dont ils sont responsables. J'aimerais vous entendre aussi sur cette question de changement climatique. Oui, effectivement. Quand j'ai appelé à l'industrialisation de l'Afrique, nous allons prendre le risque aussi de polluer. Mais aujourd'hui, la pollution en Afrique, alors que nous subissons ce changement climatique dont vous faites allusion, l'Afrique ne pollue pas plus d'1% de la pollution que le monde produit aujourd'hui. Je pense que l'Afrique recèle des potentialités en eau. On est même excédentaire. C'est la manière dont on peut canaliser et utiliser cette ressource qui est extrêmement chère dans le reste du monde aujourd'hui que nous l'avons en Afrique. Maintenant, je suis un adepte de la prise de conscience africaine d'abord.
nos partenaires ne vont jamais penser pour nous, ne vont jamais se substituer à nous. C'est très bien qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités parce qu'ils sont effectivement responsables de par l'histoire, de par les mécanismes financiers mis en place qui très souvent étouffent certaines économies. Mais tout ceci, on peut trouver des compromis acceptables par toutes les parties, mais à une seule condition, que l'Afrique elle-même prenne conscience, qu'il y ait une prise de conscience politique et avec un dialogue à un niveau égal avec nos partenaires, aussi bien institutionnels que de partenaires bilatéraux. Sans une prise de conscience de l'Afrique, rien ne se fera de sérieux parce que pour la coopération, il faut qu'il y ait deux personnes. Il faut qu'il y ait deux personnes qui acceptent de discuter à égalité. C'est bien, mais moi je ne suis pas un adepte de l'aide, de l'assistance. Il faut d'abord que nous sachions ce que nous voulons d'abord, nous Africains. Et c'est dans la coopération africaine, Sud-Sud d'abord. C'est une fois que nous aurons atteint cette maturité que nous pourrons ensemble après discuter avec nos partenaires. Aujourd'hui, il n'y a plus de coopération ou très peu entre un pays européen et un pays africain. C'est l'Union européenne qui coopère. C'est l'Union européenne qui mène les grands chantiers de coopération dans le reste du monde et plus particulièrement en Afrique. Pourquoi nous, Africains, on ne pourrait pas le faire? Bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr. Est-ce que cette maturité ne commence pas à poindre? Est-ce que cet affranchissement spirituel, j'ai envie de dire, un petit peu cet héritage qui a été laissé par l'Europe, n'est pas en train de justement d'être vu différemment? Est-ce que le continent n'est-il pas en train de réécrire son histoire? Je pense à des pays qui sont en transition et qui, dans la crise, se remettent en question et ouvrent une fenêtre différente pour repenser leur identité, leur histoire, leur développement. Je pense au Mali, je pense au Niger, je pense au Burkina, je pense à la Guinée. Oui, sans aucun doute. Alors moi, je n'oppose pas l'Afrique aux autres continents. Je dis qu'il y a du meilleur à prendre partout. Mais il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience africaine. La démocratie européenne, les respects des droits de l'homme, sont des valeurs cardinales qui, pour moi, je fais mienne, que je souhaiterais aussi que l'Afrique s'en approprie. Je me sens beaucoup plus proche de l'Europe en termes de valeurs, en termes de démocratie, de respect des droits de l'homme que certains pays que je ne citerai pas ici. Mais on doit s'affranchir parce que personne ne va se substituer à nous pour penser à l'avenir du continent. Et l'Afrique doit justement être capable de penser pour elle, par elle, mais surtout l'économie doit avoir pour la finalité première, parce que quoi que l'on fasse, on a besoin de moyens pour financer notre ambition, que ce soit sur l'éducation, parce qu'il n'y aura pas de vrai développement sans éducation, sans garantir à minima une santé publique. Il faut que certains pays en Afrique, qu'il y ait ces mutations nécessaires, mais pour que l'Afrique ait ses moyens, ou que chaque pays individuellement ait ses moyens, il faut impérativement que l'Afrique s'enrichisse en industrialisant ce pays, en mutualisant nos moyens de production dont je parlais tout à l'heure. Je pense que c'est à travers l'économie que nous pourrons parfaire le développement, ou tenter en tout cas d'engager pour les générations à venir et faire hériter une Afrique plus mature, plus prospère et enclin à pouvoir défendre ses intérêts face à cette reconfiguration dans le monde. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de philanthrope. Si nous-mêmes on ne défend pas nos intérêts, ce n'est pas vrai. Personne ne viendra le faire. Mais il ne faut pas qu'il y ait une opposition systématique avec ses partenaires. Il faut ce partenariat win-win et surtout égal à égal qui sera win-win. Parce que l'humanité est interdépendante, mais il ne faut pas qu'une partie soit écrasée au bénéfice de l'autre. Voilà, c'est ce juste milieu qu'il faut que nous réfléchissions et que cette capacité à arriver, à aboutir à ce que nous allons réfléchir. Tout dépendra des moyens que nous allons nous-mêmes définir et voir comment les obtenir pour enfin tenter de développer l'Afrique, parce que rien n'est gagné et nous sommes très très loin du compte malheureusement. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Monsieur le Ministre. C'est un plaisir et pour terminer, je dirais très honnêtement que quand on regarde le Maroc d'il y a 50 ans,
quand on voit le Maroc aujourd'hui, ça nous donne de l'espoir. Je dis qu'il y a une dynastie qui était capable d'être visionnaire, d'offrir une vision de développement, et la réussite du Maroc qui n'a pas de richesse dans les sous-sols à part le phosphate, mais le Maroc est un très bel exemple que l'on peut à partir de rien, par la connaissance, la volonté, et on peut arriver à changer les choses. Je pense que l'Afrique, on doit se tourner vers des pays comme le Maroc, parce que l'Occident est trop loin en termes d'évolution et que le Maroc peut être un bel exemple pour nous, le Maroc et d'autres pays africains naturellement. Mais on terminera sur cette note d'espoir et note positive sur le Maroc et le rôle du Maroc en Afrique. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Monsieur le Ministre. Je rappelle que vous êtes donc Fahmi Ibrahim Saïd El Macedi, ex-ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores et également ministre d'État et garde des Sceaux. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.